Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Bonjour, Monsef Déragi. Bonjour, cher Antoine Robitaille. Donc, député de Néligan, mais aussi leader parlementaire de l'opposition officielle. Monsef, on va parler de la carte électorale. C'est pas un sujet qui passionne les gens, je pense, mais en même temps, ça a une importance démocratique, la carte électorale. Ça délimite les comtés. Puis là, vous avez demandé, puis obtenu des appuis de tous les autres partis de stopper toute l'étude de la nouvelle carte électorale. Expliquez-nous pourquoi. Au fait, vous avez très bien dit que les gens devraient s'intéresser parce qu'il s'agit au premier lieu de leurs élus, de ceux et celles qui ramènent leur voix au Parlement, leurs préoccupations, un manque d'investissement du gouvernement, un oubli, qu'on s'intéresse pas davantage aux Français, par exemple, au développement économique. Donc, c'est très important la représentativité régionale. Et c'est pour cela, nous, ce qu'on dit au Parti libéral, que malheureusement, le statu quo en termes de carte électorale et de loi électorale ne doit plus être le cas. Donc, ce qu'on a demandé, il y a un processus maintenant d'une révision de la prochaine carte électorale qui va avoir un effet malheureusement sur la région de la Gaspésie et aussi la région de Montréal, et que le directeur général des élections, qui est responsable de nous donner une nouvelle carte électorale, utilise une méthode très ancienne de redécoupage des cartes et des comtés mathématiques. Donc, ce qu'on demande, prenons le temps en tant que législateur de revoir la loi électorale parce que le directeur général des élections travaille avec la loi électorale. Et si on ne lui donne pas des éléments nouveaux, il va continuer à utiliser ce qu'il utilise depuis 1989. Je tiens à le rappeler, c'est une logique mathématique avec quelques exceptions de comté. Oui, mais Monsef Déragi, la logique n'a pas changé, là. Il faut que le poids d'un vote en Gaspésie soit à peu près égal au poids d'un vote en Montérégie ou à Montréal. Et c'est ça le problème. Il fut un temps où on modifiait les cartes électorales de façon politique. On a voulu dépolitiser ça avec le directeur général des élections, qui a l'objectif de respecter que chaque vote ait à peu près le même poids. C'est même inscrit dans la Constitution, l'article 3 de la Constitution, et donc que les votes soient, qu'il y ait au moins une égalité électorale, peut-être pas parfaite, mais qu'il y ait au moins, et c'est ça que je me dis, qu'est-ce que vous voulez changer? Vous voulez faire en sorte que dans les régions, ça ait plus de poids qu'à Montréal, un vote? En fait, ce qu'on veut, c'est que les critères qu'on veut, à part les communautés naturelles, c'est que maintenant, il y a des comtés où il y a énormément de populations qui ne sont pas considérées dans le calcul. Je vous donne un exemple. La députée de Sherbrooke, ma collègue députée de Québec solidaire, elle a dit, dans son comté, ceux qui viennent frapper sa porte, ce ne sont même pas des électeurs. C'est le cas aussi en Ottawa, c'est le cas aussi à Montréal. Nous, on n'a pas un bureau qui s'occupe du triage à l'intérieur du bureau de comté. Êtes-vous citoyen? Vous avez le droit. Mais c'est des gens qui viennent d'où? C'est des gens qui viennent d'où? Frapper à la porte de Christine Labrie dans Sherbrooke? C'est des travailleurs temporaires étrangers, c'est des gens qui ne sont pas encore citoyens, c'est des résidents permanents. Vous savez, avant de devenir citoyen, vous devez rester au Québec 4 ans. Mais 4 ans, vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes de francisation. Vous savez, dans mon comté, j'ai réglé beaucoup de cas de francisation parce que les gens n'arrivaient pas à trouver la place. Donc, c'est mon rôle en tant que député de les mettre en contact avec des organismes. Ces gens, oui, mais c'est paradoxal, c'est des gens qui votent pas. Mais excellent. Qui n'ont pas le droit de vote. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit que je ne dois pas leur offrir le service, mais que le calcul du DGEQ, il est le suivant. Il calcule uniquement le nombre d'électeurs. Mais ceux et celles qui ne sont pas encore électeurs sont en vue de devenir électeurs. Il ne les prend pas en considération, sachant que ces gens ont vraiment besoin de notre aide. Donc, l'accompagnement dans le logement, la francisation, c'est très important. Je le vis dans mon comté. Mais ce n'est pas uniquement ce critère qu'on a dit.
l'éloignement, la sécurité des élus. Mon collègue Pascal Birubé l'a très très bien démontré. D'ailleurs aussi le chef péquiste. Est-ce que c'est normal aujourd'hui d'accepter que d'un bout à un autre dans un comté comme Gaspé, fusionner les deux? C'est des heures et des heures de route. Donc, C'est vrai. comment on va dire rapprocher le citoyen de son élu? On fait le contraire. Ce qu'on veut, un élu proche du citoyen, proche de ses maires et mairesses, pour qu'ils puissent ramener les préoccupations de ces gens à Québec. Donc, la loi électorale doit être réouverte. On doit ajouter des nouveaux critères pour que le directeur général des élections, avant de commencer le processus primaire ou préliminaire, de couper avec un ciseau, d'essayer de garder plus ou moins 25% dans chaque comté. Oui, parce que c'est une ça, nouvelle il réalité. faut le dire aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est à peu près 25%, c'est ça. Absolument. Et tu as les comtés d'exception. Est-ce qu'on Ouais. on n'est pas rendu à avoir Les plus îles de la que Madeleine et Ungava, hein, c'est ça? Absolument. Mais est-ce qu'on n'est pas encore rendu à avoir une discussion sur l'ajout de d'autres comtés d'exception? Moi, je ne veux pas présumer de la teneur du changement ni des gens qu'on va écouter en commission parlementaire, mais le débat doit se faire correctement. Et pour qu'on puisse le faire correctement, et non pas garder le statu quo, ça commence par un changement de la loi électorale en matière de représentativité. Et par la suite, le directeur général des élections va avoir les outils pour nous proposer une carte Mais- électorale qui reflète la réalité actuelle. Mais je repose ma question sur le poids du vote. Est-ce que ça peut pas avoir un effet antidémocratique ou justement injuste, tu sais, pour celui qui vote en Montérégie, celui qui vote à Montréal, comparativement à celui qui vote dans des régions éloignées? Non, je ne pense pas. Si on travaille vraiment fort d'une manière transpartisane, on doit respecter la représentativité régionale. Le même cas se pose en Ottawa. Mon collègue André Fortin l'a mentionné. Est-ce que c'est normal, avec une telle augmentation démographique, l'Ottawa mérite uniquement les 5 comtés? Donc, la question se pose et on doit ouvrir la loi électorale en matière de Mais représentativité. Monsef, il me semble que vous répondez pas à ma question. Il va y avoir des votes qui vont peser plus que d'autres. Non, ben, non, pourquoi? Ben parce que si les comtés, s'il y a moins de monde dans certains comtés, il va y avoir un élu qui va être élu avec moins de votes. Donc, chaque vote va compter davantage. Un peu comme Ben, au ce qui est fait, le cas avec les exceptions actuellement. Un vote aux Îles-de-la-Madeleine vaut beaucoup plus qu'un vote mais on, en Montérégie. Mais on ne peut pas faire abstraction à ce que cette région est extrêmement importante pour le Québec. C'est pas parce qu'il y a 20 000 ou 18 000. Excusez-moi, les îles de la Madeleine ont des enjeux en matière d'accès à la santé, en matière de transport, c'est des Québécois, peu importe. On a un Ah grand oui. territoire, mais c'est pas parce qu'il y a peu de monde qu'on ne doit pas écouter Mais ces gens et leur donner accès aux décideurs, notamment leur Assemblée nationale. est-ce que la solution, c'est pas de changer le mode de scrutin, justement pour avoir une compensation régionale, comme ce qu'il y avait de prévu dans le projet de loi de Sonia Lebel là, en début de mandat de la CAQ? Mais ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas mélanger les débats. Le monde du scrutin, c'est très important. Il faut l'aborder. On n'est pas là aujourd'hui, mais moi, l'enjeu au niveau de la loi électorale, parce qu'il y a beaucoup de beaux au niveau de la loi électorale. Et depuis 1989, nous avons essayé d'ouvrir des parties à l'intérieur de la loi, notamment le financement politique. Moi, ce que je parle aujourd'hui, ce n'est pas le monde du scrutin. C'est vraiment la représentativité où les critères qu'on a à l'intérieur de la loi électorale en matière de représentativité ne reflètent pas la réalité actuelle, éloignement des régions, sécurité des élus. Pascal Birubé l'a beaucoup mentionné. Christine Labrie, électeurs versus population. Les comtés d'exception, ça, on n'en parle pas. Donc, comment vous voulez que le directeur général des élections ne donne une carte qui reflète la réalité d'aujourd'hui? La réponse est non. Il n'a pas les moyens de nous donner une bonne carte électorale. Et d'ailleurs, je souligne que le Parti québécois et Québec solidaire sont d'accord. Je me suis entretenu avec le ministre responsable. Oui. J'ai bien hâte de voir. Il m'a promis qu'il va me revenir. J'ai bien hâte de savoir où la CAQ loge. Parce que cet exercice, il est loin d'être partisan. C'est Jean-François Roberge, le ministre? Oui, Monsieur Roberge, absolument. Je me suis entretenu avec lui lundi et j'ai bien hâte parce que là, ça va démontrer l'ensemble des partis veulent agir au niveau de la représentativité électorale.
Donc, la suite, c'est au fond déposer un projet de loi. Est-ce que c'est vous qui allez prendre cette initiative? Non, écoutez, je ne suis pas là à prendre la paternité de ce projet. C'est clairement le Parti libéral. Nous avons déposé une proposition. Je constate que le Parti québécois et Québec solidaire l'ont appuyé. Ils nous appuient dans la démarche. Maintenant, j'attends la suite avec M. Robert et je lui ai proposé une solution. Premier pas, un projet de loi qui donne l'ordre au directeur général des élections de travailler avec la carte de 2022. Mais entre-temps, on lui donne la chance de déposer un projet de loi au niveau de la loi électorale en matière de représentativité et que nous sommes prêts à l'étudier en concertation avec les acteurs de la société civile. Puis ajouter des sièges, est-ce que ce serait un scénario possible pour vous? En date d'aujourd'hui, non. Mais est-ce que demain, des régions vont faire plus de représentation pour dire, écoutez, on mérite un statut d'exception? C'est là l'importance de ce débat. C'est là l'importance d'avoir une commission parlementaire. Et c'est de là où dire, écoutez aux gens de les ailes de la Madeleine, au Gaspésie ou ailleurs au Québec, probablement nous sommes rendus là. Mais moi, je peux pas présumer aujourd'hui de l'avenir d'un projet de loi que je n'ai pas encore vu et des consultations que je n'ai pas encore tenues. Très bien. Merci beaucoup, Monsef Déragi. C'est moi qui vous remercie. Député de Néligan et leader parlementaire de l'opposition officielle. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Bonjour, Joël Arsenault. Oui, bonjour Antoine. Député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois. Je regarde sur mon iPhone, Joël, et il semble y avoir beaucoup de neige chez vous, alors qu'on pense qu'il n'y a pas d'hiver au Québec. Donc, c'est dur, je pense, actuellement. C'est une vraie tempête, là. Aux îles, on est évidemment jeudi. Il est 13h53 précise. Oui, on aurait pensé que l'hiver était derrière nous, puis on n'a pas eu un gros hiver non plus aux îles de la Madeleine, mais aujourd'hui, ces tempêtes, il n'y avait pas de cours ni au primaire ni au secondaire, puis la plupart des bureaux là, professionnels, y compris le bureau du député, a fermé vers midi. Alors, c'est un dernier sursaut de l'hiver avant la suite. Alors qu'à Québec, il fait un temps radieux. Mais on n'est pas là pour parler de la météo, Joël. Parlons de Nordvolt, ce projet-là qui est très contesté. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu le ministre de l'Environnement dire, ben oui, effectivement, il n'y a pas de BAP parce que ça aurait retardé ce projet, ce grand projet de fabrique de batteries, là? Ben, il y a là-dedans un aveu que la dissimulation puis les cachotteries, à un moment donné, là, ça suffit, et que le gouvernement devait montrer patte blanche, devait en quelque sorte là, révéler son jeu. Mais en même temps, c'est un peu troublant de savoir que depuis 6 mois, on a essayé par toutes sortes de façons de dissimuler la façon de faire pour favoriser la mise en œuvre du projet de façon rapide, sans respecter nécessairement les normes établies au Québec en matière environnementale et particulièrement l'assujettissement au BAP. Alors, à la fois, on n'est pas surpris parce qu'on voyait avec toute l'information qui était obtenue puis diffusée, notamment par des enquêtes journalistiques, que c'était un peu ça qu'on avait tenté de faire. Mais cet aveu-là est un peu troublant surtout quand il vient du ministre responsable de la protection de l'environnement puis de l'application des normes québécoises. Mais au moins, il y a de la franchise, enfin. Est-ce qu'on peut pas accorder ça au gouvernement? Ben, c'est un peu comme la personne, là, tu sais, l'enfant là, qui est retrouvé là, les mains dans les plats de bonbons, alors que sa mère lui avait dit, évidemment, c'est juste pour les grandes occasions. Là. Puis là, qui dit, ben oui, c'est vrai, tu sais, je le disais pas, mais j'y viens tous les jours à la fin de la journée me piger dans ce plat-là. En fait, il est un peu pris en flagrant délit. Donc, il dit, ben oui, franchement, je vous le dis, là, on a tout fait pour convenir aux conditions de l'entreprise, mais on le savait déjà, puis c'est un aveu un peu de dernière minute, mais qui ne change rien au fond de l'histoire. Et qu'est-ce que vous allez réclamer à la suite de cet aveu-là? Écoutez, moi, je pense que ce qui est troublant là-dedans, c'est que
on semble dire que ce projet de loi-là, ce projet d'entreprise-là, il est à ce point important aux yeux du gouvernement que toutes les règles environnementales doivent être modifiées, y compris le processus, par exemple, d'évaluation par les biologistes du ministère. Et pour la suite également, il est fait en plusieurs étapes. Et on se demande jusqu'à quel point on peut avoir un traitement différencié, un traitement préférentiel pour des projets qui sont choisis par l'équipe gouvernementale comme étant les projets phares. Et ça crée chez moi une espèce de sentiment que on peut avoir un système à deux vitesses, des portes d'entrée dérobées par lesquelles des promoteurs pourraient obtenir gain de cause ou un traitement préférentiel. C'est en fait la remise en question de l'administration du ministère de l'Environnement puis de l'administration des programmes gouvernementaux qui moi, je pense, qui est ébranlé à travers ça. Il y a une confiance qu'on doit faire que Mais qu'est-ce que vous réclamez là, à partir de maintenant? Est-ce qu'il y a des gestes à poser de la part du gouvernement? Est-ce qu'il y a un BAP à tenir ou qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Nous, on continue de penser qu'un BAP, c'était la façon de faire et ça peut être fait de façon rapide, pas nécessairement expéditive, mais qu'on peut accélérer la cadence. Puis c'est possible un BAP accéléré. Là, j'entendais Louis-Gilles Francaire, mon ancien collègue au Devoir, puis qui aussi vice-président du BAP, ex-vice-président du BAP, qui disait il aurait été possible de faire ça en 7 mois. Exactement, puis on en parle depuis combien de temps, le projet de giga-usine de Northvolt? Depuis au moins 6 ou 7 mois, donc ce serait déjà derrière nous probablement. C'est vrai que ça peut être fait de façon plus rapide, puis ça peut être fait aussi à la demande du ministre. C'est lui qui donne les mandats et qui peut donner les moyens et les outils pour qu'on arrive à en savoir davantage sur l'ensemble des impacts. On parle des impacts environnementaux, mais des impacts économiques, des impacts sociaux aussi, et par exemple sur le transport, sur l'habitation, sur l'environnement, mais l'environnement humain aussi, dans lequel il va s'inscrire, ou dans l'environnement même industriel ou manufacturier. Alors tout ça, c'est des données qu'on n'a pas. Le gouvernement les a peut-être en partie ou totalement, l'entreprise aussi, mais le fait qu'on veuille aller de façon par étapes, sans savoir quelle est l'étape suivante puis ses conséquences, ça nous donne à penser évidemment que on fait une certaine dissimulation, puis tout ça c'est pas sain ni pour je dirais le contexte socio-économique et politique, puis c'est pas sain pour le projet en tant que tel puis l'entreprise. Donc, on l'a dit souvent, c'est un peu comme si le gouvernement tirait dans le pied de l'entreprise lui-même en essayant de dissimuler l'information. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont rappeler que la dernière fois que le Parti québécois a été au pouvoir, il a autorisé une cimenterie sans BAP, justement, là, en Gaspésie? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Je sais que vous étiez pas là à l'époque là, comme élu, mais quand même, c'est votre parti qui était au pouvoir. Ouais, il y a plusieurs choses qui distinguent les deux dossiers. Moi, je veux pas rentrer dans le détail de l'époque, mais chose certaine, le gouvernement Marois a décidé d'aller de l'avant, ils l'ont fait de façon frontale. Ça a été fortement critiqué. Et le gouvernement a perdu l'élection qui a suivi. Il y a eu quand même une sanction à différents égards. Ça faisait probablement au parti d'écart. Vous pensez que Pauline Marois a été défaite à cause de ça, entre autres? En fait, c'est l'ensemble de l'œuvre. On se prononce sur le gouvernement à chaque élection sur un certain nombre d'enjeux. Puis les enjeux environnementaux, j'ose espérer, en ont fait partie et en font encore partie pour les prochaines élections. Donc, l'usine mécaniste là, de béton, OK? Ouais, mais moi, ce que je dis simplement, c'est que ça appartient au passé. La décision, elle a été prise en toute franchise avec des conséquences politiques et électorales qui ont suivi. Aujourd'hui, j'ose espérer que on est ailleurs dans un projet dont on dit qu'il nous propulse vers un nouvel parce qu'une cimenterie énergétique. La cimenterie, on n'est pas dans la transition, là, tellement. Oui. Au moins, les batteries, ça peut être salaud comme production, mais au moins, ultimement, ça aide à la transition. Ultimement, oui, mais la question est fondamentale aussi. Quand le ministre Charette nous dit, là, il faudrait
essentiellement fermer les yeux sur les conséquences environnementales de mise en œuvre et de mise en place de l'usine, parce qu'ultimement, les batteries, c'est bon pour l'environnement. C'est pas clair que il faut saccager l'environnement de la rive sud de Montréal pour mieux négocier le virage écologique. Que les batteries soient produites près de Montréal, au Québec, j'en suis. Mais si elles étaient produites à Mississauga ou en banlieue de Buffalo, on pourrait faire et on devrait faire la transition énergétique de toute façon. La batterie, elle est produite, la batterie, elle ne produit pas de mobilité durable. Les restes des pièces des voitures puis des camions, là, est-ce qu'elles sont produites là? En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai que c'est un projet a priori environnemental, c'est un projet manufacturier et industriel. C'est comme ça qu'il faut le voir, mais il a une dimension d'avenir. Mais s'il l'avait échappé, si le ministre Fitzgibbon l'avait échappé, ce projet-là, justement parce qu'il avait dit il avait dit aux gens de Northvolt, il faut imposer le BAT, on n'a pas le choix, et que les gens de Northvolt étaient allés ailleurs. Est-ce que le Parti québécois et le Parti libéral n'auraient pas été les premiers à dire, voilà, c'est des mauvais négociateurs, on a échappé le projet du siècle, un peu comme on lui a reproché d'avoir échappé l'usine de Volkswagen? Ouais, mais la question est hypothétique, mais vous avez raison de dire que le rôle. Mais je vous imagine très bien faire un communiqué rageur. Qu'il est pourri, il a échappé le projet. Ouais, puis si on se rappelle de la CAQ dans l'opposition, on tirait sur tout ce qui bouge, puis maintenant on fait tout le contraire de ce qu'on dénonçait. Alors ça, il y a un peu de ça. Il y a de la politique, on l'admet, mais en même temps, c'est parce qu'on n'est pas non plus dans la négociation, dans le processus. Moi, la question que je pose par rapport aux négociations du gouvernement avec Northvolt à l'heure actuelle et du traitement privilégié qu'on lui offre, c'est de savoir sur quelle base on le fait. C'est-à-dire que est-ce que c'est parce que le gouvernement y investit des milliards de dollars, puis où est-ce qu'on trace la ligne entre un projet qui va suivre les règles puis un projet qui va en déroger? Le nombre d'emplois que ça va créer, la perspective d'avenir ou de transition énergétique. Quels sont les critères? Parce que si c'est simplement politique, c'est parce qu'on a réussi à travers le lobby qu'on a pu faire d'obtenir d'être dans les bonnes grâces du ministre, puis que c'est ça qui fait foi de tout. On a un sérieux problème parce que ça va créer des précédents peut-être. Ben oui, d'autres absolument. promoteurs vont dire hey, moi aussi je veux ce traitement-là royal. Puis il faut pas sous-estimer le fait que partout à travers le Québec, dans toutes les régions, il y a des gens qui sont en attente, parfois depuis 6 mois, parfois depuis 1 an et demi, pour des certificats d'autorisation où ils disent exactement la même chose que Northvolt à une autre échelle. Moi, ça crée des emplois, ça consolide l'impact économique de mon travail, de mon usine, de mon activité. Les médias en font écho sur une base régionale. Les élus municipaux poussent pour ces projets-là. Et pourtant, le ministère dit non. Il faut que ça respecte les règles, à défaut de quoi, vous devez changer, modifier le projet. Et là, à l'heure actuelle, on change les règles en fonction du projet. En terminant, pensez-vous que le commissaire au lobbyisme doit enquêter sur les rencontres qui n'ont pas été enregistrées entre Northvolt et le ministre avant que le projet soit annoncé? Ça va de soi, je pense, que le commissaire au lobbyisme, devant les informations qui ont été diffusées publiquement, fasse enquête. Donc, on a toutes les raisons de penser qu'il y a eu du lobbyisme qui n'avait pas respecté les règles. Mais nous, je vous rappellerai que le 21 février dernier, on a aussi demandé au commissaire à l'environnement, sous l'autorité de la vérificatrice générale du Québec, de se pencher sur le dossier, à savoir si les principes du développement durable et la loi avaient été respectés dans l'analyse qui a été faite du projet. Et puis là, aujourd'hui, on regarde la question là, du BAP et des règles d'application aussi, puis on se dit, là encore, ça prend une entité neutre qui vienne regarder de quelle façon on a pu constater ou pas une ingérence politique dans les règles habituelles d'évaluation et d'analyse d'un projet manufacturier. Merci beaucoup, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, et bonne chance dans la tempête. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a 2 vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
C'est maintenant l'heure de parler aux vadrouilleurs, comme je les appelais au début de Là-haut sur la colline, ceux qui sont sur le terrain. Et c'est Patrick Belrose et Marc-André Gagnon. Bonjour les amis. Bonjour Antoine. Ils sont tous deux reporters, correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Marc-André, on commence par toi. La sécurité routière, en parler à la télé, ça peut coûter cher et aussi ça peut être assez salissant. Exact, c'est ça. Donc, cette semaine, je publiais un article sur le fait que le Parti libéral reproche au gouvernement, la SAAQ, de manquer, encore une fois, de transparence, de nous cacher des choses, comme on aime bien le rappeler dans les pages du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Donc, Catherine Levac, qui est la porte-parole 2003-2024 pour la sécurité routière, donc humoriste bien connu, oui. Humoriste bien connu. Les publicités, les gens les ont vues à la télévision, dans les journaux, sur Internet. On les entend aussi à la radio, donc où l'humoriste, avec sa touche bien à elle, nous sensibilise aux différentes notions de sécurité routière pour les piétons, pour les cyclistes et tout ça. Donc, c'est une campagne qui a été dotée d'un budget global de 6 millions de dollars, mais aucune façon, Antoine, de savoir combien l'artiste, donc l'humoriste, reçoit. Son cachet est gardé secret. La démarche que j'ai faite, un peu comme celle du Parti libéral qui a fait une demande d'accès à l'information puis qui a essuyé un refus, moi je suis allé un petit peu plus loin. J'ai demandé directement au ministère des Transports, à la SAAQ, qui tous deux ont refusé. Et la SAAQ, ce qu'elle m'explique, c'est que le contrat est signé entre l'agence de publicité qu'ils ont engagée, LG2, et Catherine Levac. Donc, pas moyen. Donc, tout ça, c'est confidentiel. On ne le saura pas. C'est quand même... L'argent vient de nos poches, comme on dit. Exact. C'est ce que soulève le Parti libéral. Ça demeure des fonds publics. Bon, ces campagnes-là sont payées à même le fonds pour la sécurité routière qui est alimenté notamment par les amendes que les gens reçoivent, par exemple, avec un photoradar. Mais il reste que c'est de l'argent public et que les gens ont le droit de savoir. Par exemple, pendant la pandémie, il y a un paquet d'influenceurs qui ont été engagés par le gouvernement. Puis, étonnamment, on a réussi à obtenir les cachets. J'ai une facture ici de la firme Cossette. On voit 10 000 chacun pour participer à une annonce du concours vaccinal à l'époque. Et deux entreprises de publicité différentes, deux approches différentes. LG2, j'ai une facture ici dans les mains. Et puis là, cachet des influenceurs pour une campagne, 18-34 ans sur le COVID-19. On voit un montant de 22 000 $. C'est marqué cachet pour l'ensemble des influenceurs. Donc, encore là, on n'a pas le détail. Un autre manque de transparence. Mais ce qui a aussi retenu notre attention, si je reviens au dossier... Je pense que c'est ça, hein? C'est ça, c'est la fameuse fresque. Donc, qui a servi de décor au lancement de cette vaste campagne, la sécurité routière, moi j'embarque avec Catherine Levac. Donc, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, était en conférence de presse. Ça, c'est devant une école primaire de Québec. On était donc au début septembre 2023, c'était la rentrée scolaire, et les jeunes, avec Catherine Levac, avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, ont peint cette immense fresque devant l'école qui, en passant, était située dans quelle circonscription? Parce que qu'est-ce qui se passait l'automne dernier, Antoine? Tu te souviens? Pas Jean Talon. Une campagne électorale. Il y avait une élection partielle dans Jean Talon. Et le gars des vues a fait en sorte que le tournage de la campagne qui est payé avec votre argent public a eu lieu dans Jean Talon où il y avait une élection. Que la CAQ finalement a perdu à plate couture. Ils ont vraiment mordu la poussière. Et ce qui est d'autant plus intéressant maintenant, c'est le coût de cette fresque-là. Oui. Ça, on l'apprend grâce à la demande d'accès à l'information que le Parti libéral a fait. Qui était gigantesque, hein? 30 000 $ pour l'ensemble de l'opération. J'inclus là-dedans les frais de sonorisation, 2 000 $, 1 700 $ pour la ministre. Ensuite de ça, 18 000 $ pour la fresque. Là-dedans, là, si je le décline un peu rapidement, je ne vais pas perdre les gens dans les chiffres, mais il y a 4 000 $ de matériaux. 3 200 $ pour gérer les artistes et faire la confection de la maquette.
Les honoraires des artistes peints, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des enfants qui ont peint la fresque, 9 800 $ et bon, des accessoires pour 300 quelques dollars. Mais c'est que la fresque n'est pas restée là longtemps non plus. Elle était n'est pas gigantesque. restée là longtemps. C'est ça l'affaire. Ça a dû coûter cher de nettoyage. Hein? Ben, ça, c'est l'autre élément qui nous a vraiment surpris. 11 000 $ de frais de nettoyage. Et là, il faut aller sur le site Internet du Journal de Québec, Journal de Montréal, pour revoir ces vidéos qu'on avait publiées, qui nous ont été envoyées par des parents d'enfants qui fréquentent l'école, qui ont participé à la conception, qui ont peint la maquette dans la rue avec la ministre et Catherine Levac. Puis le voisinage aussi autour, qui n'en revenait pas de voir que pendant plus de 2 jours, plus de 48 heures, presque 3 jours, ils ont loué, donc une entreprise qui était engagée là, à grands coûts, des machines à pression industrielles à gaz, évidemment. Et là, sur les photos, on voit la canisse de gaz devant le power wash en bon français. Et donc, ça faisait un bruit épouvantable et les parents vraiment étaient scandalisés. Tu sais, quel gaspille, ça, c'est les parents qui nous disaient ça, de peinture, d'essence, de la pollution. Et la maquette en soi, elle était magnifique. Il y a des parents qui auraient aimé ça, qu'elle reste plus longtemps sur la chaussée. Mais la ville glissante, je pense, hein, c'est ça? C'est que ça pouvait créer une distraction. Donc, la Ville avait prévenu le cabinet, le ministère des Transports, qu'il faudrait tout nettoyer à la fin du tournage, à la fin de la conférence de presse, pour ne pas créer une distraction. Donc, pour des raisons de sécurité routière, encore une fois, 11 000 $ total donc pour l'ensemble de l'œuvre, 30 000 $ pour une fresque qui n'aura duré que quelques jours, mais qui aura pris plus de 48 heures à nettoyer. Je te fais un pari. Il y a le budget qui s'en vient la semaine prochaine. Et oui, on va en parler avec Patrick, d'ailleurs, oui. Après chaque budget, suit l'étude des crédits budgétaires, où les parlementaires scrutent à la loupe les budgets des différents ministères et organismes. Je suis convaincu que ce sujet-là, tout ce dont je viens de vous parler, ça va revenir sur la table de la ministre des Transports et de la SAQ qui seront certainement cuisinés à l'étude des crédits. Patrick Marc-André nous en a parlé, le budget s'en vient. Là, on vient de passer 2 semaines de relâche parlementaire. Il n'y avait pas grand vie ici, même si vous avez travaillé pas mal, les gars. Bravo. Mais tu penses que toi, c'est des semaines périlleuses qui s'en viennent pour François Legault? Ce sera pas facile. Écoute, on verra comment il va s'en sortir à la fin de la semaine. Mais tu te dis, il y a eu 2 semaines de pause et je pense que M. Legault a bien apprécié ces 2 semaines de pause-là. On le sait, depuis le début de la session, c'était très difficile. La CAQ est en baisse dans les sondages. On dirait que tout ce qu'ils font vire en eau de vaisselle. Et cette semaine, il y a 2 grands tests. Il y a le budget, comme Marc-André disait, et il y a une rencontre avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Pour ce qui est du budget, écoute, je te dirais que c'est le premier budget des choix difficiles, vraiment difficiles, pour la CAQ. Quand ils sont arrivés au pouvoir, on s'en souvient, il y avait 8 milliards de mémoire de surplus laissés par le grand Couillard. Donc, c'était facile. On faisait des cadeaux à tout le monde. On disait oui à tout le monde. On distribuait l'argent. Par après, il y a eu la COVID. Les chèques cadeaux. Les chèques cadeaux. Tous les gouvernements ont empilé les déficits partout dans le monde. Je veux dire, c'est pas juste au Québec ou au Canada. On a accumulé les déficits. Il fallait sauver l'économie. Il fallait réagir. Donc, encore là, on disait oui à tout le monde. Et là, cette fois-ci, M. Legault nous a averti, nous a annoncé que les déficits allaient être plus importants que prévu. Déjà, il y avait un déficit d'environ 3 milliards qui était prévu. On retournait vers l'équilibre budgétaire d'ici 2027. Mais là, tu te souviens, il y a quelques semaines, M. Legault est sorti avec Mme Lebel, avec M. Drainville, pour dire, écoutez, les conventions collectives qu'on a signées, là, 17% sur 5 ans, ça va faire en sorte que les déficits vont être encore plus importants qu'annoncé. Évidemment, les syndicats ont dit c'est pas de notre faute, il fallait quand même prévoir ces montants-là pour les négociations qui s'en viennent. Donc, on a hâte de voir quand même, est-ce que vraiment les déficits ou l'ampleur des déficits plus importante est liée aux conventions uniquement? Est-ce que dû mettre de plus pour réussir à signer, ou est-ce que M. Legault préparait les esprits parce qu'il sait que ça va être beaucoup plus important que ce qui était annoncé déjà? J'ai quand même hâte de voir. Sinon, pour ce qui est de la rencontre de vendredi, encore là, un test important parce que... Toute une rencontre, Legault, alors que ça barde entre les 2 gouvernements, là, surtout sur la question de l'immigration.
Ben exact. C'est sûrement l'immigration qui va être au cœur des discussions. On n'a pas voulu trop s'avancer pour nous dire ce qui allait être au menu, mais c'est ce qu'on peut présumer. Tu te souviens, en janvier dernier, M. Legault avait envoyé une lettre à son homologue Justin Trudeau pour dire, écoutez, en immigration, ça fonctionne plus. On a 160 000 demandeurs d'asile sur le territoire québécois. On réussit plus à leur offrir les services. Donc, il va falloir répondre à ça. Mais quand je te disais que c'est un test, c'est que là, cette fois-ci, si M. Trudeau accepte de venir à Montréal, on présume, rencontrer M. Legault, de le rencontrer, ben, il faut sortir de la réunion avec une entente importante, une annonce importante pour dire, ben, voici, on a répondu aux demandes de Québec. Je te rappelle, ces demandes-là, c'est freiner le demandeur d'asile qui rentre sur le territoire québécois, répartir équitablement les demandeurs d'asile sur le territoire canadien, fermer les brèches qui permettent aux groupes criminels de s'infiltrer et rembourser les sommes encourues pour les demandeurs d'asile qui sont déjà ici. Ça, c'est chiffré à 1 milliard de dollars pour l'instant par Québec. Écoute, pour le moment, tout ce qu'on a eu, c'est une annonce comme quoi on allait imposer un visa pour environ 40% des visiteurs mexicains. C'est pas dans la bonne direction selon Québec, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Et évidemment, le nerf de la guerre, c'est le 1 milliard. Je suis pas certain que M. Trudeau va arriver avec un chèque d'1 milliard de dollars en poche vendredi. Il risque d'y avoir quand même des déceptions, en effet. Oui. Marc-André, sur cette rencontre-là... moi, j'ai hâte de voir si l'ambiance, la relation entre les deux premiers ministres va être chumé. J'ai hâte de voir si François Legault va appeler le premier ministre du Canada son ami Justin, comme il nous a habitués à le faire dans les derniers mois. Puis, dans des grandes annonces comme Nordvolt, là, c'était... là, ça se traitait bien. Où je me souviens, plus près d'ici, de l'autre côté du fleuve, on est à Québec, à Lévis, au chantier d'Évis, il y a quelques mois, M. Legault et M. Trudeau étaient ensemble pour annoncer la relance de ce grand chantier maritime canadien, québécois, lévisien, puis les deux étaient vraiment tout sourire. Mais là, on comprend que les enjeux sont importants. De l'autre côté, tu as le Parti québécois qui est en montée, qui agite l'option souverainiste. Donc, les enjeux sont intéressants. Puis, je dirais que la bonne nouvelle pour M. Legault, quand même, c'est que M. Trudeau a besoin aussi de faire des gains au Québec. Il y a les élections fédérales qui s'en viennent, peut-être l'an prochain. On sait que M. Poilievre est vraiment en avance sur Justin Trudeau. Donc, ce serait quand même intéressant pour Justin Trudeau d'arriver et de dire, ben voici, je fais des concessions. Pas nécessairement vendredi, mais dans les semaines et les mois à venir, pouvoir annoncer des concessions au Québec. Et en même temps, pour François Legault, ben c'est au cœur même de son plan. Quand Marc-André disait le Parti québécois est en hausse, ben si François Legault réussit à faire des gains, ce qu'il promet depuis 2015 face à Ottawa, ça va lui permettre de dire, ben voyez, mon approche nationaliste, autonomiste fonctionne face à Justin Trudeau. J'étais surpris quand même, les gars, que cette semaine, justement, si M. Trudeau a besoin d'appui au Québec, son gouvernement l'a quand même mis devant 2 décisions unilatérales. Évidemment, les immigrants, la réunification familiale pour être plus précis, mais les caribous aussi. Donc, c'était surprenant parce que c'est le fédéral là, qui finalement avance avec ses gros sabots. Oui, Marc-André? En somme, on est en présence de 2 premiers ministres qui ont besoin de marquer des points auprès de l'électorat. Je ne suis pas certain que pour Justin Trudeau, qui a une élection qui s'en vient avant celle de François Legault, de toute évidence, que ça pourrait être très, très payant là, de se coller et d'essayer de faire plaisir à François Legault. Alors moi, je doute des gains. Puis sinon, rapidement, on parlait du retour à l'équilibre budgétaire. Notre collègue, notre chef de bureau, Rémi Nadeau, parlait de probablement un retour vers 2030 à l'équilibre budgétaire. Moi, j'ai hâte de voir si ça va se confirmer dans le budget. Et c'est ça, ce sera un budget difficile quand même pour le ministre des Finances. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Puis, je pense qu'on va avoir du plaisir au budget mardi, tout le monde. Moi, c'est toujours un bon buffet. C'est un moment toujours agréable, le huis clos du budget, et on s'en reparle sans aucun doute la semaine prochaine. Pour la petite anecdote, ça prend toujours quelqu'un pendant que tous mes collègues sont au huis clos du budget. Ça prend quelqu'un pour faire le gardien de but au Parlement parce qu'il y a quand même une période des questions. Alors, cette année, je serai le gardien de but de service. Je ne serai pas au budget. Je vais être au Parlement. On s'en reparle de toute manière. Merci beaucoup, Patrick Belrose et Marc-André Gagnon, tous deux du bureau parlementaire du Journal ici à l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure d'aborder un sujet érotisant, la Constitution, avec nul autre que notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. La semaine passée, on a parlé du jugement pendant toute la chronique, le jugement sur la loi 21. Aujourd'hui, on va parler d'immigration, mais je veux revenir quand même sur le jugement. J'ai oublié et omis de te poser quelques questions qui sont très d'actualité. Par exemple, sur Twitter ou X maintenant, il y a André Pratt, qui est président de la commission politique du Parti libéral, qui dit « C'est drôle, j'entends personne soutenir que ce jugement a été légitime parce que prononcé par des juges de nomination fédérale. » Et tu lui as répondu. Qu'est-ce que tu lui as répondu en substance? Oh, je m'en souviens plus trop déjà, mais je crois que ça touchait certainement à l'idée qu'il faut pas personnaliser ce débat sur la critique des juges. Et dans le cas d'André Pratt, en tout cas en ce qui me concerne, lorsqu'on a eu à interagir sur des dossiers qui concernaient le fédéralisme et le fonctionnement du Québec dans son rôle de sénateur, c'était un excellent sénateur. Mais le fait qu'il soit un excellent sénateur ne change rien au fait qu'il est pertinent, nécessaire de critiquer le fonctionnement du Sénat, le mode de nomination des sénateurs. Et donc, c'est deux choses différentes que celle de débattre de est-ce que les trois juges qui sont saisis du dossier de la laïcité à la Cour d'appel, s'ils ont des compétences ou ils en ont pas. Des gens compétents, il y en a beaucoup. C'est pas vraiment ça l'enjeu. Le problème du mode de nomination au Canada, c'est sur le plan structurel, c'est sur les grands nombres que le problème se manifeste. On dit le fait que ce soit toujours l'exécutif fédéral, le gouvernement fédéral qui choisit les arbitres dans les litiges qui les opposent aux provinces, ça n'empêche pas les arbitres en question d'en être conscients et de parfois vouloir même manifester de l'indépendance à l'endroit du pouvoir qui les a nommés et parfois de montrer qu'ils ont une autonomie puis une indépendance d'esprit. Et donc, l'espèce de le dysfonctionnement qui est associé à notre procédure de nomination, il conduit pas automatiquement à des décisions pro-Ottawa à chaque fois. Il introduit seulement tout ce que ça produit, c'est qu'on a une surreprésentation de certaines sensibilités politiques au détriment de d'autres. On a des philosophies, des approches qui sont surreprésentées et des fois, ça peut avoir l'effet d'amener les juges à dire bon ben là, on est dans un dossier délicat, on va faire attention. C'est souvent un le cas effet quand ils font l'effort d'être unanime. Hein? Le mot systémique peut être pratique ici. Oui. Le fait d'être sujet à la critique peut amener à faire preuve de retenue dans certains cas. Des fois, c'est pas le cas. Et donc, il faut faire un certain nombre de distinctions. Et il y a quel genre de critique, puis il y a qui formule la critique. Donc, sur le quel genre de critique, la ligne est mince, mais autant c'est essentiel dans une démocratie de pouvoir critiquer les lacunes de nos institutions, autant il faut pas tomber dans ce que j'appellerais miner l'autorité des tribunaux. Mais en même temps, si on pense que nos tribunaux sont pas capables de supporter la critique, là, je donne pas cher de notre état de droit. Donc, il faut être capable de critiquer les tribunaux, les lacunes, les dysfonctionnements, et d'ailleurs, ils le font un peu entre eux à certains égards, et pas nécessairement tomber dans une remise en question de la compétence personnelle des juges et de l'autorité générale des tribunaux. Puis après ça, il y a qui formule la critique. Moi, ce que je déplore souvent, c'est comment la communauté juridique, à commencer par les profs d'université, les avocats, etc., on a tendance à être complaisant à l'endroit des juges et d'être parfois inutilement suspicieux à l'endroit du politique avec une vision manichéenne. Là. Tout ce que fait les élus, c'est mal. Tout ce que font les juges, c'est technique et c'est génial. Et bon, face à cette espèce de manichéisme propre à notre époque, moi, j'aime apporter des nuances. Mais les choses sont évidemment beaucoup plus contrastées.
Mais certains pourraient dire que cette décision-là qui renforce la notion de disposition de dérogation, même de souveraineté parlementaire, est-ce que ça donne pas tort à ceux qui critiquent le gouvernement des juges? Ben, d'une certaine manière, ça montre en tout cas qu'il y a un seuil de pouvoir que, en tout cas, on n'a pas osé se donner. Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernement des juges? Ça veut dire que les juges exercent de plus en plus d'influence dans notre société. Je connais personne qui remet en question cette idée que les juges occupent de plus en plus d'influence. Il y en a qui le célèbrent et il y en a qui le déplorent. Par contre, l'expression gouvernement des juges, elle est un peu mal choisie. Parce qu'en vérité, si le juge dépasse son rôle traditionnel, c'est pas tant pour empiéter sur celui du gouvernement qui administre, dépense, gère. C'est plutôt pour empiéter sur celui du législateur. Et ça, le juge lui-même l'admet là, qu'il établit des interdits, qu'il établit des limites, et à quelque part, il énonce des règles générales. Je dirais même pire, nos juges... Ils peuvent même réécrire des lois. Oui, ils vont réécrire des lois, mais en plus, ils vont non seulement réécrire des lois, mais des fois, ils vont réécrire des normes générales qui sont au-dessus des lois. C'est-à-dire que l'interprétation constitutionnelle, quand le juge fait parler la Constitution, ben, il la précise, et en la précisant, il écrit des lois qui sont au-dessus des autres lois. Et donc, l'expression gouvernement des juges, elle est surtout maladroite. Mais elle décrit une réalité qu'en vérité, personne ne conteste. Et là, il faut voir qu'à ce jeu-là, qui critique, ça compte beaucoup. Et je pense que si la communauté juridique était un peu plus critique, ce serait bien. C'est vrai qu'en contrepartie, les élus, au nom d'un certain dialogue, d'une certaine courtoisie entre les institutions, c'est vrai que pour un premier ministre, un ministre de la Justice, c'est pas toujours les mieux placés pour exprimer cette critique-là. Et donc, évidemment, dans un univers partisan, ben, un certain nombre de voix sont élevées pour critiquer les propos de M. Legault qui critiquait les juges nommés par Ottawa. Alors moi, sur le fond, j'ai pas de problème avec le propos de M. Legault, mais si j'étais son conseiller, je dirais, ben, comme vous êtes premier ministre, c'est pas une bonne idée de dire cela. Laissez d'autres personnes le dire. Mais on remarquera que c'est pas le propre seulement de la colline Québec de critiquer les juges. Parce que quand on regarde la réaction du gouvernement Trudeau, de Justin Trudeau et de son ministre de la Justice à la décision rendue par la Cour d'appel, ben là, on voit que eux aussi, ils sont capables de miner l'autorité des tribunaux, de ne pas nécessairement être de bons perdants et d'accepter en bons joueurs, avec courtoisie et fair play, la décision qui a été rendue. Et donc, ce jeu politique, là, il se joue des deux côtés. Et là-dessus, c'est vrai que si on veut que les juges fassent preuve de respect et de retenue à l'endroit du travail des élus, d'après moi, ça dépend lesquels, mais il y en a parfois qui manquent de retenue à l'égard des élus. Ben, les élus doivent eux aussi faire preuve d'une certaine exemplarité, puis en retour appliquer une certaine réserve dans les commentaires qu'ils font à l'endroit de la magistrature. Mais à terme, c'est inévitable, plus ces questions de constitution et de droits fondamentaux vont occuper de la place dans notre démocratie, plus ça va devenir normal qu'on débatte de ces questions-là, qu'il y ait une discussion démocratique sur ces questions-là et qu'il y ait des critiques qui s'expriment. Il faut absolument, à mon avis, éviter cette espèce de sacralisation d'une justice qui, en vérité, est une justice humaine, qui gère des contraintes d'une autre nature que les contraintes politiques, mais qui sont des contraintes à partir desquelles, au-delà de ces contraintes, le juge fait des choix. Et une fois que Deuxième sujet, il faut parler du deuxième sujet parce que le temps file. L'immigration, Patrick Taillon, il y a des aspects constitutionnels au débat entre Québec et Ottawa. Il y a cette entente-là de 1977, cette autre entente de 1991, là, l'entente McDougall et Gagnon-Tremblay qui devrait finalement gouverner les rapports entre Québec et Ottawa sur la question de l'immigration. Il y a la Constitution en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aspect constitutionnel de ce très dur débat quand même entre deux gouvernements, deux paliers de gouvernement? La sortie du ministre Marc Miller cette semaine ne manquait pas d'arrogance, hein? Mais aujourd'hui, Antoine, je voudrais penser un peu contre moi-même. Et mon biais, évidemment, est toujours
d'essayer de défendre les intérêts du Québec de façon un peu transpartisane de la manière qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale. Et dans le dossier de l'immigration, si on essayait de s'auto-critiquer, là, nous, du point de vue québécois, je pense qu'il y a matière là, à se regarder un peu dans le miroir. Ce qui m'inquiète dans ce dossier. Parce que la ministre Fréchette a parlé d'une attaque contre les compétences du Québec. Ben oui, donc, c'en est une. C'est un manque de peut-être respect une question constitutionnelle, de l'accord fédéral-provincial. Mais tu trouves que ça manque d'ordre un Oui. peu les revendications Oui, je trouve du que Québec? dans le dossier de l'immigration, on revendique des choses avec beaucoup d'instabilité. Ça me rappelle le slogan des années 60-70, hein, What does Quebec want? Ben, en immigration, Ben oui. Qu'est-ce que le Québec veut? Un jour, on parle de rapatrier des pouvoirs. L'autre jour, on parle d'exercer les pouvoirs dont on dispose déjà en vertu de l'entente, mais qu'on n'exploite peut-être pas suffisamment. Certains jours, on parle de réouvrir l'entente, de pas nécessairement de rapatrier tous les pouvoirs. Des jours, on parle même d'un référendum, Antoine. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on voit un peu plus clair d'abord dans qu'est-ce qu'on a de besoin. Et l'inconstance dans nos revendications, c'est souvent le propre, en tout cas, ça sera mon thème d'aujourd'hui, des dossiers où on est en compétences partagées, comme en environnement, en culture, en immigration. Nos représentants à l'Assemblée nationale, à juste titre, sont très rapides. Ils ont raison de le faire pour revendiquer rapatriement de pouvoir, donc de l'autonomie, ou de l'argent. Ça, c'est facile. Quand il s'agit de revendiquer ça, notre cohérence, elle arrive rapidement. Mais là où on a de la difficulté, c'est à penser des mécanismes où, quand on est dans une logique de compétences partagées, puis qu'on accepte l'idée que Ottawa va continuer à agir un peu dans le domaine, un peu, beaucoup, mais qu'on va pas tout rapatrier. Qu'est-ce qu'on fait dans notre relation avec Ottawa dans l'exercice du bout de compétences qui relève de son domaine de compétences, mais que l'on voudrait un peu assujettir à une politique commune, que l'on voudrait, dans quelle mesure on pourrait pas inventer des mécanismes, je vais le dire de façon un peu polémique, mais pour un peu inviter le Québec dans les compétences fédérales, s'ingérer un peu dans les compétences fédérales, comme le fédéral, lui, a développé des techniques pour s'inviter dans nos compétences. Et jadis, on était très fort au Québec pour mettre de l'ordre dans nos priorités. Rapport à l'air, rapport Bélanger-Campeau, sur l'enjeu fiscal, commission Séguin. Dans les années 90, oui. Mais là, on voit, c'est bizarre. On a plein de partis à l'Assemblée nationale qui tiennent. Ils disent, ça leur tient à cœur, la défense des intérêts du Québec, mais personne ne veut débattre techniquement de qu'est-ce qu'on a besoin en immigration et quel est l'ordre de priorité. Ben oui. Et moi, en tout cas, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que, mettons qu'on les rapatrie, les pouvoirs en immigration, là. Je suis pour ça, là. Ouais. Mais il va en avoir que ça sert à rien de rapatrier, là. Je donne un exemple. Le traitement des réfugiés. Les demandes de réfugiés, au fond, pour le moment, c'est Ottawa qui s'en occupe, c'est pas nous. Si on le rapatrie, ça pourrait être un gain d'autonomie, là, je suis pas contre. Mais à la fin, ça serait quand même pas le ministre québécois de l'immigration qui trancherait ces litiges-là. Le droit international nous impose, c'est impératif, qu'il y ait un traitement individualisé. Au Canada, c'est par des commissaires, mais au fond, c'est des juges. Oui. Et l'enjeu sur le dossier des réfugiés, c'est d'avoir un nombre suffisant, le nombre approprié de décideurs pour traiter les demandes dans des délais exemplaires, des délais humainement raisonnables, qui font en sorte que lorsqu'il y a des refus, ben c'est pas une situation humainement injuste que de retourner une famille qui vit ici maintenant depuis des années, puis qui s'est enracinée entre le moment où elle a déposé sa demande et le moment où elle est tranchée. Donc, on voit ici que ce soit Québec ou que ce soit Ottawa, l'enjeu, c'est avons-nous assez de ressources? Donc, une entente Québec-Ottawa en immigration, ou une entente Québec-Ottawa en culture, ou une entente Québec-Ottawa en environnement, oui, ça doit comporter un volet « qu'est-ce qu'on rapatrie au Québec », mais le volet qu'on n'est pas très bon pour imaginer, c'est quelles sont les conditions que l'on veut mettre dans l'entente pour forcer Ottawa à respecter la prépondérance de notre politique, nos orientations. Ottawa, lui, ils savent comment faire, Ottawa, là. Ils imposent des normes nationales. C'est quoi, nous, notre équivalent
des normes nationales. On pourrait inventer des mécanismes de codécision, de cogestion, d'approbation réciproque. Autrement dit, comment faire pour organiser les aspects qui, qu'on le veuille ou non, là, tant que le Québec ne sera pas un pays indépendant, Ottawa va continuer à jouer un rôle en culture, en environnement et en immigration. Ce rôle-là, on peut le réduire. Mais mettons qu'il existe encore un rôle, comment on s'implique, comment on met du Québec dans ce volet-là. Je trouve que ça, c'est un volet auquel on devrait davantage s'attarder. Par exemple, sur les réfugiés, c'est comme si Ottawa on s'engage à avoir les effectifs nécessaires pour traiter les demandes. C'est peut-être une solution plus efficace que de rapatrier puis d'assumer le coût financier aussi associé à ces traitements de demande. C'est comme si en mettant le couvercle sur les questions constitutionnelles, on avait moins de compétences. Oui, comme si on n'est pas capable de penser notre intérêt en dehors du rapatriement. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.